Bonjour à tous et à toutes. On est navré pour ce petit retard. La connexion ce matin entre Zoom et Facebook était difficile, mais nous voilà réunis aujourd'hui pour la sortie de résidence de Sarah Boutin. Je vous présente brièvement ce qu'est le Sabord pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissaient pas le périodique. C'est une revue culturelle publiée 3 fois par année et fondée en 1983 par Guy Marchand et Jean Laprise, ici à Trois-Rivières. La revue allie création visuelle et création littéraire. Je me présente donc Anne-Marie Duquette, directrice littéraire de la revue. Euh, Récemment, en fait, à l'été 2024, le Sabord a lancé ses résidences numériques pour artistes et auteurs-autrices. Le projet des résidences s'inscrit dans un virage numérique qu'on avait déjà amorcé là, depuis 2022 environ et qui a pour but aussi de créer un espace d'expérimentation, de collaboration, tout en élargissant l'accès à l'art. Après plus de 40 ans d'existence, le Sabbat souhaitait évoluer en intégrant à son aspect fondateur qui était sa mission de diffusion de l'art, donc voulait intégrer une dimension de production. On a eu l'idée du nom œuvre vive, qui est donc un terme choisi, un terme technique naval qui désigne en fait la partie submergée de la coque d'un navire. Donc on l'a choisi pour désigner les résidences parce qu'on voulait à travers les résidences à la fois montrer l'œuvre achevée, mais également l'œuvre en train de se créer. Donc la partie qu'on ne voit pas, mais qui participe là, et qui est fondamentale à l'œuvre. Donc, les résidences veulent être un espace, un incubateur, un espace d'expérimentation, une page blanche à la disposition des créateurs, créatrices. Les résidences sont accueillies à ce jour, donc l'artiste et poète Marc-Antoine Cafaneuf à l'automne 2024, l'artiste, autrice et enseignante en photographie Geneviève Thibault à l'hiver 2025 là, tout récemment, l'autrice, artiste visuelle et chercheuse Sarah Boutin qui est en résidence chez nous du 17 février au 17 avril 2025. Et c'est donc dans le cadre de cette résidence-là qu'on est réunis aujourd'hui. Avant de plonger dans l'échange sur la création, permettez-moi donc de vous présenter l'artiste en résidence. Sarah Boutin s'intéresse à ce qui rend possible l'apprivoisement des récits fantomatiques dont nos corps sont peuplés. Son travail prend des formes hybrides où performance, photographie et poésie se rencontrent. Elle appelle sa démarche prière car elle est portée par un souffle qui tend à communier avec ce qui ne parle pas tout à fait comme nous. Elle a reçu la mention du jury au prix de poésie Geneviève Amiot en 2024 ainsi que le prix du public Moebius en 2022. Son recueil Prendre fin a été publié aux éditions Pièces jointes en 2021. Son travail visuel a été présenté entre autres au Yeast Photo Festival en Italie en 2024, aux Rencontres de la photographie en Gaspésie, à la Maison de la littérature de Québec et à la Place des Arts à Montréal. Bienvenue, Sarah. Merci. Dans le cadre de ta résidence numérique, tu as créé l'œuvre Prendre repos par les paupières qui se divise en deux volets. Donc, le premier qui s'intitule Entre chaque image, fermons les yeux, qui allie plutôt photographie et poésie. Et le deuxième volet qui est Entre chaque phrase, fermons les yeux, qui allie aussi de la photographie, mais aussi du son, donc des enregistrements sonores de rencontres que tu as fait. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton projet en tes mots? Oui, ben prendre repos par les paupières, c'est un peu étrange comme, comme titre. C'est parti d'une envie de justement de prendre repos dans un contexte personnel, mais aussi sociopolitique actuel qui est exigeant, puis qui est exigeant, c'est une réflexion aussi sur la pratique artistique comme étant un milieu précaire dans lequel c'est difficile de se déposer. On est beaucoup amené à être dans le mouvement, dans la quête de prochains projets, alors qu'il y a quelque chose, en tout cas pour moi, qui se passe dans la lenteur ben pas nécessairement dans la lenteur, mais nécessairement dans le silence ou dans le rapport à l'écho, je dirais. Donc voilà, donc le projet de prendre repos par les paupières, c'était cette idée de fermer les yeux, puis je suis revenue vers le personnage de Bérénice dans la vallée des Avalées qui, à un moment donné, dit mais en fait, quand on est fondamentalement seul et on le sait quand on ferme les yeux. Et en fermant les yeux, on est dans le noir et dans le vide.
Puis on dirait qu'il y a quelque chose là-dedans qui me permettait d'allier la posture, les yeux fermés, de à la fois du méditant, de la méditante, donc une pratique d'introspection et de connexion, mais par autre chose que par les sens communs. Et en même temps, la pratique du cadavre, c'est-à-dire que cette réflexion-là, elle est née dans un moment où je venais de perdre ma grand-mère, fait qu'il y avait un rapport à la mort qui était là. Puis, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en fermant les yeux, il y a quand même, il y a des phosphènes, donc il y a quand même la lumière qui pénètre. Puis il y avait quelque chose de, pour moi, touchant, ou en fait, le mot qui me venait, c'est mystérieux, que finalement, l'extérieur est pas si extérieur, puis l'intérieur est pas si intérieur. Finalement, il y a comme les temps, ça remet en question la notion d'étanchéité. Puis ce mystère, c'est quelque chose que j'avais envie d'explorer. Puis pour l'explorer, oui, bien sûr, nous sommes fondamentalement seuls. Bérénice a raison, d'un point de vue existentiel, il y a quelque chose de là. Mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de soins pour que la solitude puisse être habitée, incarnée, euh, sans, sans trop d'angoisse, sans trop de peur. Puis donc, la première partie du projet, c'est j'ai documenté des espaces qui m'ont reçu. Où, en fait, moi, j'ai été, le premier espace qui m'a reçu, c'est un couvent, c'est une amie religieuse qui m'a reçu, hébergée. Puis la sororité que j'ai vue là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est le couvent contemporain? Où est-ce qu'on se rencontre en tant que sœur? Ou qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai documenté des moments où j'ai été reçue par souvent des inconnus, en fait. Donc, de voir cette sororité féminine-là, il y a des moments qui se passent au Japon, il y a des moments qui se passent en Italie, il y en a qui se passent à Saint-Benoît-du-Lac, donc à la Bailly, la petite maison à côté. Euh, donc, ça, c'est la première partie du projet. Puis dans la deuxième partie du projet, c'était cette idée-là que la voix peut persister. Quand on enregistre des gens, elle peut persister au travers l'absence. Donc, au travers de l'œil, il y a quelque chose qui demeure. Et puis, je me suis demandé, ben, c'était quoi des pratiques de soins aujourd'hui si on les démédicalise? Et j'ai enregistré des choses, j'ai fait des entrevues aussi avec justement une psychiatre, pardon, une psychologue, une religieuse et une éditrice pour voir c'est quoi qu'il y a de commun dans un processus d'accompagnement. C'est vraiment intéressant, ce qui me pousse à te poser la question toute bête, comment t'envisages le soin? Hmm. On dirait il y a comme des réponses euh, spontanées, mais elles sont un peu attendues et convenues, puis elles m'embêtent un peu, dans le sens où ben, il y a l'écoute, la disposition à recevoir l'autre, mais je pense que la disposition à recevoir l'autre vient d'une connaissance de ses limites, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'est juste pas disposé à recevoir. Mais il y a cette notion-là de l'échange, de l'interaction qui n'est pas nécessairement verbale ou tactile, à mon avis. C'est-à-dire que pour moi, il y a comme soi, il y a comme l'autre, mais il y a comme un espace de rencontre. Puis cet espace de rencontre-là, idéalement, puis c'est pour ça que je m'intéresse aux soins qui est démédicalisé, c'est-à-dire qu'on a besoin de soins médicaux, là, on a besoin du rapport à la thérapie puis de la connaissance. Mais j'ai l'impression, en tout cas, je, je prône aussi des soins qui se passent pas dans des lieux de thérapie, qui se passent pas par des gélules ou par des choses à prendre. C'est-à-dire, je prends des espaces complémentaires à ces espaces-là où il y a une professionnalisation du soin. Donc, dans cet espace de rencontre, il y a comme une humanité partagée, il y a une vulnérabilité, il y a parfois un non-agir, c'est-à-dire c'est des espaces de présence. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, puis là, je vais juste ouvrir mon document parce que je ne le sais pas par cœur, mais tu sais, si on va chercher la racine étymologique du mot soin, il y a deux racines. Il y en a un qui vient du latin médiéval, qui est sunia. Je ne sais pas si je le prononce très bien, je m'excuse. Puis qui signifie nécessité, donc besoin. Donc, ça se réfère comme au corps dans ses aspects matériels, un peu contraignants, là. Ça veut dire euh, euh,
l'action de s'occuper de, ce serait une action de soigner. Mais il y a une deuxième racine qui vient du latin tardif, qui est sonium, qui signifie souci ou chagrin. Donc, se faire du souci pour l'autre, se soucier de l'autre. Puis, il y a comme quelque chose qui m'intéresse là-dedans, c'est-à-dire que c'est une préoccupation ou une inquiétude. Puis, dans cette définition-là, c'est comme si elle doit pas nécessairement se solder par une action. Donc, s'occuper d'eux. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Ça veut dire que soigner, ça peut aussi être affligé par, ça peut être aussi être en chagrin. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment précieux quand j'ai été chez les religieuses. Puis ça, j'ai écrit à propos de ça, mais elles ont toutes plus de 90 ans et elles se soignent, elles s'aident les unes les autres. Mais comment c'est possible alors il y en a une qui a de la misère à marcher, l'autre a de la misère à se souvenir de ses dits? Comment elles se soignent, en fait? Mais c'est ici, on amène un soin qui ne repose pas sur la nécessité de s'occuper d'eux, d'avoir comme une action physique vers l'autre, mais tout à coup, on peut soigner en étant soi-même faible. Puis il y a comme des choses intéressantes, en tout cas que je trouve intéressantes à explorer et que j'ai envie d'explorer davantage là-dedans. C'est intéressant parce que ça nous ramène à ce dont tu parlais au début, l'idée de fermer les paupières, puis d'être présent, présent à soi, présent au monde aussi, sentir la lumière filtrée par les paupières qui rend la frontière entre soi et autrui et l'extérieur poreuse et plus difficile à saisir. Euh, Ton projet Entre chaque image, fermons les yeux se promène. Donc, tu l'as dit, tu parles des lieux qui t'accueillent et ces lieux ne sont pas 100% québécois. Donc, il y a effectivement le couvent qui était au Québec. Mais il y a aussi des lieux au Japon et en Italie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces déplacements-là? Pourquoi tu as choisi ces lieux-là en particulier? Et quelles sont les différences ou ressemblances dans l'accueil entre ces différents lieux, différentes cultures? Oui, ben en fait, j'ai pas envie de faire, tu sais, je ne suis ni géographe ni ethnologue, tu sais, c'est-à-dire que c'est des expériences qui sont personnelles, c'est comme un vécu qui est vraiment subjectif. Je dirais que ces lieux m'ont choisi plus que je les ai choisis, c'est-à-dire que en fait, j'ai rencontré cette amie de ma grand-mère qui était une amie d'enfance aux funérailles. De là, elle m'a invitée au couvent alors que j'en avais besoin. Et puis éventuellement, moi, ben, tu l'as évoqué au début, j'ai participé aux rencontres de la photo en Gaspésie en 2023, je crois. Aux rencontres de la photo, en fait, il y avait une commissaire d'exposition italienne euh, qui s'est intéressée au travail que j'avais fait sur le deuil parce qu'elle-même était en deuil de sa mère à ce moment-là. Puis on est comme resté en contact mollement, mais on est resté en contact. Puis il y avait aussi une artiste japonaise qui était aux rencontres de la photo. On s'est intéressé l'une et l'autre à notre travail. Et finalement, la vie fait les choses. Je m'en vais au Japon parce que la sœur qui m'a hébergée au couvent a été missionnaire pendant 52 ans au Japon, donc elle a vécu là-bas. Puis pour moi, il y avait comme une envie de vivre une expérience où j'ai été en fait 10 jours dans un monastère au Japon. Ben, cette amie-là, pour moi, c'était de vivre une expérience commune pour avoir un langage commun. C'est-à-dire que pour moi, c'est important d'éprouver. Quand elle me disait, il fait froid au Japon, c'était pas le même froid qu'ici, puis c'était important de l'éprouver. Puis quand je me suis rendue vers le Japon, ben, en fait, on m'a dit, ah, ben, on peut te mettre l'artiste que j'avais rencontré au rencontre de la photo m'a mis en contact avec la déléguée du Québec à Tokyo là-bas et qui est en fait une ancienne étudiante de mon amie religieuse. Mais tu sais, on s'en est rendu compte en se parlant là-bas. Pourquoi le Japon? Ça a été justement ce désir de proximité puis d'être en relation. Puis éventuellement, j'ai fait toute une série de photos aussi au Japon où finalement, ça s'est inscrit dans une pratique silencieuse, une pratique de méditation. Éventuellement, ben, la commissaire italienne m'a proposé d'aller exposer cette série de photos qui avait été faite au couvent et au Japon en Italie. Et de là, ben, j'ai reçu un autre accueil. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, En termes de façon d'accueillir, j'avoue que je sais pas,
je sais pas si je peux le situer, c'est-à-dire que j'ai pas envie de, c'est pas des expériences, ben, bien sûr, c'est des expériences culturelles que j'ai vues, mais j'ai vécu, j'ai l'impression que c'est des expériences d'individus, puis tout de suite, il y avait comme une certaine proximité, parce que, ben, le deuil et l'amitié font entrer en proximité, rapidement, c'est-à-dire que l'amitié, pas nécessairement au sens où nous sommes amis de longue date, mais par amitié interposée, on dirait que tout à coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc, je disais que, par exemple, au Japon, de ce que j'ai compris, il y a la notion de soi, elle est très différente d'ici. Tu sais, nous, on va décrire notre personnalité comme étant je suis une personne créative, généreuse, patiente, impatiente, peu importe. Là-bas, il y a plusieurs strates de soi, notamment, il y a un soi de représentation. Souvent, le premier contact qu'on va avoir avec quelqu'un, c'est le soi de représentation. Et ce qui peut donner l'apparence que c'est un peu froid, parce que c'est pas le contact de l'intimité, par exemple, ou le contact du cœur. Mais j'ai pas, dans les accueils que j'ai pas reçu ce type d'expérience-là, puisque j'étais reçue par des Franco-Japonais ou des gens qui ont vécu en France aussi. Fait que la culture a été différente. Puis aussi, ben, j'avais un gain privilégié, j'avais une raison pour laquelle j'y allais. Fait que c'est difficile pour moi de catégoriser. Puis en fait, c'est pas vraiment mon souhait non plus de catégoriser les différents types d'accompagnement ou de soins que j'ai reçus selon les endroits, là. Merci beaucoup, Sarah. Je passerai déjà au deuxième volet de ton projet. Donc, entre chaque phrase, fermons les yeux. Donc, tu en as parlé un petit peu plus tôt, là. Ce volet-là rassemble un montage de 4 entretiens que tu as menés, donc avec une sœur, une psychiatre, une autrice et psychanalyste et une éditrice. On a parlé de la façon dont c'était toutes les différentes formes d'accompagnement et dans une certaine mesure de soins également. D'un côté très, très pratico-pratique pour les artistes, auteuristes dans la salle, comment on travaille le matériau de l'audio et du montage comme ça pour tisser des liens sans dénaturer le propos de chaque intervenant? J'étais curieuse de t'entendre. Ben, en fait, je trouvais ça intéressant parce que finalement, c'est un processus d'accompagnement que j'ai fait moi aussi. C'est-à-dire que, puis il y a beaucoup de réponses, en fait, que je vais donner qui viennent de ces conversations, de ces enregistrements. C'est-à-dire que je les ai écoutés, réécoutés, réécoutés. Puis ben là, je vais emprunter la réponse à Juliette Chastel, qui est l'éditrice des éditions du Passage que vous allez entendre, qui dit ben, pour défendre un texte, tu sais, en fait, pour éditer un texte, pour publier un texte, il faut vouloir le défendre parce qu'on va le lire, le relire, le relire. Puis en fait, il y a de ça, j'ai l'impression, dans l'agencement que j'ai fait entre les différentes voix, ben, je les ai écoutées, réécoutées, réécoutées parce que j'avais envie de les défendre, c'est-à-dire de les mettre au monde puis de les faire se rencontrer. Puis finalement, il y a quand même des proximités, il y a des postures qui sont différentes, mais il y a des échos. Fait que parfois, c'était de rebondir sur un mot ou sur une notion, mais j'essayais que ce soit pas trop un exercice formel, en fait. J'ai évité ça. C'est que j'ai essayé de voir, OK, quand on parle de, par exemple, d'accompagnement puis de durée de l'accompagnement, chez les religieuses, on parlait de l'accompagnement en fin de vie, donc elles se veillent les unes les autres. Puis elle disait, ben des fois, en fait, on s'alterne, mais on passe pas 4 heures. On n'a pas la force de passer 4 heures. Fait que c'est court, c'est 1 heure. Puis après ça, ben, le cadre de à peu près 1 heure, c'est le cadre d'une séance en psychologie qui devenait un espace de rituel aussi. Le fait de retourner une semaine après l'autre dans un bureau avec une même personne. Puis, par exemple, au contraire, en psychiatrie, ben, c'est dans un contexte hospitalier, donc le cadre est beaucoup plus court. Ben, là, à ce moment-là, moi, c'était de mettre ensemble les temporalités, de mettre ensemble, finalement, des fois, l'illusion qu'on a besoin du temps aussi, c'est-à-dire que les approches me font réaliser que, ben, à l'inverse, Juliette Duchastel, elle disait que ben, éditer un livre pour elle dans la maison d'édition, c'est un temps long. C'est comme écouter pousser un arbre. Alors que Vanessa Yondi, ben, la psychiatre, elle disait on peut donner l'illusion du temps. C'est-à-dire qu'avec de la présence, des bonnes questions, de l'écoute, un savoir-faire aussi, c'est là où moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas euh,
psychologue non plus. Fait que quand je prône une démédicalisation du soin, c'est que je prône quelque chose en marge qui viendrait accompagner une posture d'être au monde qui soit généreuse, qui soit empathique. Mais je suis contente qu'il y ait des gens qui soient spécialisés puis qui fassent en sorte que les questions, puis la professionnalisation fait en sorte que les questions sont de plus en plus précises, de plus en plus rapides, et donc qu'il y a un lien qui se passe, qu'il y a un soin qui se passe, qu'il y a un accompagnement qui se passe dans des durées qui peuvent avoir l'air euh, où ça peut difficilement être envisagé qu'il y ait un soin. Finalement, le soin n'est pas nécessairement dans la durée, il peut l'être, mais la durée n'est pas non plus une condition. Fait que c'est plus en termes de thématique qu'en termes de motifs que j'ai essayé de faire l'agencement des voix. C'est vraiment intéressant de voir la façon dont c'est ça. Il y a eu quand même des thématiques qui se recoupaient beaucoup. Et moi, ce qui m'a quand même beaucoup surpris, c'est que dans ces thématiques-là, il y avait celle de la réciprocité était très présente. Donc, plusieurs des intervenantes, c'est pas les quatre, nomment le fait d'apprendre par le soin, par l'attention, le souci de l'autre, d'apprendre, de grandir, d'évoluer de façon personnelle. Puis, je trouvais que peut-être que je m'avance, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu un tabou dans les métiers comme psychanalyste ou psychiatre, qui c'est vraiment dirigé vers l'autre, de dire que ça t'apporte à toi. Donc, j'étais curieuse de t'entendre sur cette dimension-là. Comment toi, tu l'as perçu? En fait, je pense que je vais d'emblée dire que j'ai pas envie de parler à leur place. Ça a été aussi mon choix. J'ai effacé mes questions. Évidemment que je suis là, c'est-à-dire c'est moi qui ai fait le montage. Je suis là en transparence. J'essaie d'être là en transparence, mais c'est mon regard, c'est mon écoute sur elle qui est là. Donc finalement, c'est aussi à propos de moi. Mais je veux quand même pas parler à leur place. Fait que je vais plutôt parler de mon expérience. Je pense que l'expérience d'accompagnement, qu'on accompagne un texte littéraire ou là que là, j'ai accompagné des voix dans une posture d'artiste, dans une posture d'écrivaine, donc vraiment pas dans une posture thérapeutique, mais quoique. Mais bien sûr qu'on est transformé par l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des qualités d'ouverture, de curiosité, elles sont investies et incarnées, j'ai l'impression que ben, tout à coup, il y a de la place en soi pour recevoir l'autre, puis on n'en est pas, euh, on n'en est pas épargné de cette transformation-là, c'est-à-dire qu'elle arrive. Euh, Puis en fait, d'observer les lieux communs. Et parmi les lieux communs, ben, il y a aussi la souffrance, qui est un lieu commun. Il y a la joie, qui est un lieu commun. Il y a la peur. Les émotions sont des lieux communs. L'expérience corporelle incarnée est un lieu commun. Puis après, si on se met en écoute, il y a quelque chose qui est intéressant qui se passe, qui est que je peux vouloir apprendre de l'autre. C'est-à-dire que malgré ces lieux communs-là, il y a des distinctions. Il y a une expérience que moi, j'ai pas vécue. Puis, je trouvais ça beau, en fait, que pour la plupart, ce qu'on me répondait, c'est la religieuse de dire, ben, je laisse les questions, j'offre un espace de résonance pour les questions, mais souvent, je refuse de répondre ou je me donne pas l'objectif de répondre. La psychiatre puis la psychologue disaient, les personnes qui sont devant moi, c'est leur vie. Elles sont plus spécialistes. Je les approche en disant qu'elles ont besoin de moi, elles viennent vers moi, mais ultimement, elles en connaissent plus que moi sur leur vie. C'est la même chose quand on tombe dans un texte, c'est de dire, ben, l'autre a développé sa voix, l'a mis sur papier, comment je peux l'entendre? Puis, je trouvais ça intéressant parce que dans l'étymologie du mot empathie, à la base, là, avant d'être comme une notion psychologique, c'est une façon d'être capable de se situer par rapport à une œuvre. Donc, l'empathie, c'est d'abord et avant tout euh, de prendre conscience de soi-même par rapport à un sujet ou à un objet donné. Puis j'ai l'impression qu'il y a de ça. Il y a, oui, nous allons être transformés, mais pour savoir que je suis transformée, je dois avoir, est-ce que j'ai de l'ouverture aujourd'hui? Est-ce que j'ai de la fermeture? Puis je dois travailler quand même avec cette fermeture-là. Euh, Bien évidemment que ça va transformer mon rapport à l'autre, ma capacité de l'intégrer.
Mais si j'en suis consciente, ben, je vais quand même pouvoir observer des nuances. Je sais pas si je m'égare là, mais bref, c'est un peu ça. Je serais curieuse de leur poser la question. Je veux juste vraiment pas répondre à leur place. Ben oui, je comprends. Mais ça évoque beaucoup aussi le premier volet. Donc, pour faire un pont avec le premier volet de ton projet, un peu de la même façon, j'ai le sentiment tout le long entre chaque image, fermons les yeux, que être reçu chez autrui, ça veut à la fois dire recevoir, évidemment, mais ça veut dire aussi donner du temps, de l'attention, de la vulnérabilité. On intègre quand même le quotidien de quelqu'un d'autre, donc un microsystème auquel on n'est pas habitué. Ça veut dire aussi accepter avoir besoin de l'autre, un verre d'eau où tu ranges tes verres, des choses aussi banales, mais ça peut être des choses plus importantes aussi. J'aurais aimé ça savoir, toi, à partir de ton expérience d'avoir été reçu, comment tu as vécu cette vulnérabilité-là? Ben, c'est très difficile, en fait. C'est-à-dire que on se connaît, on se côtoie, mais d'être chez quelqu'un, ça veut dire d'accepter. La première expérience, ça a été d'accepter de me faire cuire des œufs pochés pour déjeuner parce que ben, à ce moment-là, j'étais dans une période de deuil, puis j'étais complètement désorganisée. Mais il y avait quelque chose euh, de presque fâchant de dire j'ai besoin que l'autre prenne soin de moi. Ensuite de ça, il y a aussi cette espèce de façon de devoir accueillir la façon dont l'autre habite son lieu, qui n'est pas du tout nécessairement selon nos propres schèmes, nos propres référents. Euh, c'est quelque chose, en fait, il y a un apprivoisement. Je pense que c'est une qualité ou c'est une posture, la posture de vulnérabilité qu'on qu'on on souhaite de plus en plus dans un moment où on réfléchit sur les notions du soin, sur les notions de vivre ensemble. Puis ben, la vulnérabilité, je parlais de lieu commun tout à tout. La vulnérabilité, c'est un lieu commun. Là. Je veux dire, le corps, il est friable, il est cassable, il est vieillissant. Et il est fort aussi, mais il y a de tout ça. C'est comme d'admettre des opposés. Mais fait que c'est un beau mot, là, la vulnérabilité, c'est un peu à la mode. J'aime l'employer, puis en même temps, pour qu'il percole, là, pour que vraiment dans le corps, il soit incarné, quel gros travail d'humilité. Ça demande d'accepter ben, sa finitude, ses angoisses, puis de pas nécessairement de rester avec de l'irrésolu, en fait. Il y a des parts d'inconsolable, c'est-à-dire que la vulnérabilité, j'ai l'impression que pour moi, c'est un peu une part d'inconsolable ou de joie persistante, là, dépendamment comment on l'approche, mais euh, ben, on peut penser qu'on n'est parfois pas vulnérable quand on a des mécanismes de défense forts, quand on dit, ah, moi, je me mets dans mon travail, puis tu sais, je suis dans un truc formel, ça arrive, mais en fait, même ça témoigne quand même, il y a comme toujours une vulnérabilité sous-jacente, ou il y a comme toujours une, euh, fait que de l'incarner, de le pratiquer, sachant que c'est là, ben c'est une pratique. En fait, je pense que dans tous les cas, c'est le mot qui réunit cette résidence. C'est une transition, c'est un chemin. Pour moi, c'est pas arrêté, c'est-à-dire je vais continuer d'être reçu. Les spectateurs, spectatrices ou en tout cas utilisateurs de cette plateforme vont être reçus dans les endroits qui m'ont reçu. Puis j'espère éventuellement que ce que ça fait, c'est que ça ouvre des espaces, un peu comme des pièces en soi. Puis de dire, ah ben, quand je vais être reçu, je vais porter attention. Quand je vais recevoir, je vais porter attention. Puis être reçu, ça dépend pas du lieu, en fait. Là, c'est des endroits, j'ai mis des adresses parce que ça prenait des codes, parce que j'avais une résidence une semaine, puis il fallait le structurer, puis l'adresse devenait une structure. Mais être reçu, recevoir, c'est à tout instant, tu sais. Il est quelle heure, là? Il est 11h49. Avez-vous écouté aujourd'hui? Vous êtes-vous écouté ou mais avez-vous écouté les autres, tu sais? Avez-vous offert? Puis la réponse, ça m'arrive souvent de regarder l'heure puis de me poser cette question-là, puis de faire comme, en fait, non. J'ai écouté, genre j'ai entendu. J'ai participé, j'ai donné à mon voisin son journal. Mais est-ce qu'il y avait toute ma conscience dans le fait d'offrir, de recevoir? Puis le mouvement de la vie il est rapide, mais c'est pour ça que je dis c'est une pratique.
Je pense que les deux volets du projet, comme la recherche sous-jacente, pour moi, c'est important de ramener ça comme étant une pratique, comme étant un espace où on échoue, c'est-à-dire qu'on pratique, on tombe, on recommence, mais aussi comme étant, je pense que le lieu de l'apprentissage, c'est le lieu de la pratique. Puis je pense que c'est ce qu'il y a de commun aussi dans la première partie, chez les gens qui m'ont reçu, ben, être chez soi, c'est une pratique, c'est-à-dire qu'on y revient, on y revient, on y re-revient, on s'endort, on y revient, on se réveille dans le même lieu. Euh, Puis éventuellement, la pratique de comme recevoir, c'est une pratique, là, recevoir chez soi, être hôte ou hôtesse. Puis éventuellement, dans les échanges que j'ai enregistrés dans la deuxième partie du projet, ben, euh, ce sont quatre formes de pratique. L'édition, c'est une pratique d'édition. La psychologie, c'est une pratique de psychologie. La psychiatrie, c'est une pratique de psychiatrie. La religion, c'est une pratique de foi. Tu sais. C'est vraiment cruel parce qu'il nous reste absolument pas de temps, mais j'aimerais quand même t'entendre sur la dernière question pour clore la rencontre. Justement, comment intégrer le soin dans une pratique artistique? À nouveau, j'ai pas envie de faire de manifeste. Je pense que il y a des tendances. J'ai parlé d'ouverture, de réceptivité, d'offrande, c'est-à-dire de vouloir redonner plutôt que de seulement prendre. Puis c'est des enjeux éthiques aussi. Tu sais, moi, j'ai cultivé des voix, j'ai cultivé des images, donc j'ai retiré un peu ce qui appartenait c'était de l'ordre de l'intimité, ben comment je leur donne? Est-ce que vraiment ça touche les personnes de qui j'ai pris des images, de chez qui j'ai pris des images, de les voir apparaître ou au contraire, je leur dérobe quelque chose? C'est des questions que je me pose, que je continue à me poser. Je pense que dans cette interrogation-là, il y a des clartés qui émergent, mais que je veux pas que ça devienne des lignes directrices nécessairement. Je pense un peu à l'économie du don de Robin Wall Je suis pas capable de dire son nom, je m'excuse d'emblée, là. Mais qui disait, ben, tu sais, quand je suis dans un jardin ou quand je prends quelque chose, par exemple, je vais cueillir des murs, ben, qu'est-ce que je redonne? Qu'est-ce que je redonne aux plants? Tu sais, je peux pas juste prendre. Puis éventuellement, si j'en cueille beaucoup, ben, il faut que je fasse de la tarte ou que j'en donne. Tu sais. Fait qu'il y a comme, on parlait de réciprocité, de circularité. Je pense que j'aurais envie de dire d'appartenance, de filiation, d'élargir nos filiations, d'élargir la façon dont on a euh, dont on conçoit la transmission puis l'héritage. Euh, je pense que parfois, dans mon cas, je me demande quels vont être les legs de ma pratique. C'est-à-dire, euh, pas nécessairement le résultat, mais le processus. Puis là-dedans, ça me demande de me positionner moi aussi parce que je parlais du tout début, l'amorce, qu'il y avait deux racines, là, c'est-à-dire que ce besoin de prendre repos comme un besoin de prendre repos en période de deuil, mais comme aussi une réflexion sur le domaine, le milieu culturel en ce moment qui demande de mener des doubles ou des triples vies. Ben, il y a un rapport d'intégrité là-dedans aussi. Tu sais, si la générosité, je peux pas l'offrir, ben, il vaut peut-être mieux que je m'abstienne. Fait que dans le processus, il y a comme euh, ouais, l'intégrité, la filiation, puis ben, la générosité, puis je pense que la joie, c'est quand même un indicateur qu'on est au bon endroit. Pas nécessairement le plaisir, mais la joie ample. Magnifique mot de la fin, Sarah. Merci beaucoup pour la générosité. Puis merci d'avoir accepté d'être reçue aujourd'hui pour cette Merci. conversation-là. C'était un grand plaisir. Donc, merci à tout le monde qui a été présent, présente. Merci pour votre patience envers nos défis techniques. Merci de votre bienveillance à cet égard. Je vous invite à aller consulter l'œuvre en ligne, là, comme je vous disais, le sabar.qc.ca.
Espace créatif et donc l'œuvre Prendre repos par les paupières. Je remercie aussi Simon Van Vliet, qui est directeur général ici au Sabord, Caroline Saint-Amand, adjointe à la direction. Un merci particulier à Chantal Blackburn, qui est coordonnatrice des résidences numériques, et à Patrick Thériault, qui est notre programmeur. Merci à toute l'équipe, merci à vous d'avoir été là et à bientôt pour la prochaine résidence. Merci beaucoup. Passez une belle journée.